Bonsoir à tous. Je suis très heureuse effectivement d'être présente parmi vous ce soir. Et le but, c'est de vous parler d'autre chose. Alors c'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer d'être la plus claire possible sur ce que l'on appelle les syndromes de prédisposition au cancer, parce que je fais aussi de l'oncogénétique, et maintenant que de l'oncogénétique digestive. Donc le but, c'est de répondre à cette question finalement, qui intéresse, je pense, beaucoup de gens. Est-ce que le cancer du pancréas peut être héréditaire ? Si je fais un topo ce soir, c'est que la réponse est bien évidemment oui. Après, c'est une question qui est vraiment pertinente parce que, comme Aurélien l'a souligné, on voit de plus en plus de cas de cancer du pancréas, de plus en plus chez des sujets jeunes. Est-ce que pour autant la part de génétique dans le cancer du pancréas a augmenté ? Pas forcément, mais en tout cas, je vais essayer de vous alerter sur les patients, en tous les cas, chez qui on devrait proposer systématiquement une consultation d'oncogénétique. Alors, tout d'abord, donc, quelques données très générales, et je vais vous parler ensuite donc, plus spécifiquement des formes de prédisposition au cancer du pancréas qui sont très importantes puisque il y a quand même des espoirs thérapeutiques, elles nous permettent de traiter les patients différemment, donc aussi de guider la stratégie thérapeutique chez les patients. Donc tout d'abord, pour commencer, donc Aurélien l'a bien souligné, le cancer du pancréas, donc quand on parle de cancer du pancréas, on ne parlera ici que de l'adénocarcinome, bien évidemment. Donc c'est un cancer qui explose. En consultation, malheureusement, c'est triste à dire, mais par rapport à il y a 10 ans, moi aussi quand j'ai commencé, j'ai l'impression qu'avant je voyais assez peu de patients, enfin on voyait moins de patients avec cancer du pancréas. Et là, il n'y a pas une semaine où on ne nous adresse pas un patient qui a un cancer du pancréas. Donc si on fait la synthèse, en 30 ans, le nombre incident, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas diagnostiqués d'un adénocarcinome du pancréas, en France et notamment dans les pays industrialisés, il a doublé. Voilà, c'est x2. Donc en 90, il y avait un peu moins de 7000 cas par an. Et là, le dernier chiffre de l'INCa, 2023, on est à 16 000 cas par an en France. Donc en fait, c'est une augmentation de l'incidence, donc nouveaux cas diagnostiqués par an, qui explose. Donc ce que l'on voit sur la courbe, avec la petite flèche, alors j'ai pas de pointeur, ah si, vous voyez là, cette flèche bleue, là en fait on voit à l'échelle mondiale les projections de nombre de nouveaux cas de cancer du pancréas à l'échelle mondiale, et notamment cause de mortalité par cancer. Le cancer du pancréas sera donc la deuxième cause de mortalité par cancer à l'horizon 2040. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est surtout aussi parce que, pourquoi il monte comme ça dans l'échelle, c'est parce qu'aussi, il y a d'autres cancers qu'on arrive à mieux traiter, avec aussi de meilleures survies, donc des décès par d'autres cancers qui diminuent, notamment le cas de cancer du poumon. Mais en tout cas, le cancer du pancréas, voilà, c'est un vrai problème de santé publique en France, mais notamment dans tous les pays industrialisés. Donc, concernant la génétique du cancer du pancréas. Donc, je vais vous demander maintenant de considérer deux choses très importantes. Donc, il y a les formes sporadiques, c'est le cancer chez à peu près tout le monde, voilà, sans facteur génétique. Alors, le cancer, vous savez que c'est surtout une maladie du vieillissement. Donc, pourquoi on voit cette incidence qui augmente comme ça de cancer du pancréas ? Premier constat assez évident, c'est parce que la population vieillit. D'accord ? Il y a une population de plus en plus âgée, donc on voit de plus en plus de cancers. C'est vrai pour le cancer du pancréas, c'est vrai pour le cancer du côlon, pour d'autres cancers, le cancer du sein, etc. Mais ça n'explique qu'une partie de l'augmentation des cas de cancer du pancréas, environ 40%. Aurélien l'a souligné, c'est bien sûr aussi la modification de notre mode de vie, parce qu'on voit cette évolution-là surtout dans les pays industrialisés. Donc, les inflammations chroniques du pancréas, tabac, il y a de plus en plus de fumeurs, notamment les femmes. Le diabète de type 2, l'inflammation donc, qui est souvent associée à l'obésité. Tout ça explique en tous les cas l'augmentation du nombre de cas de cancer du pancréas dans la population générale. Ça, c'est la majorité des cas qu'on voit. C'est 85% des nouveaux cas diagnostiqués. Et il y a une plus petite portion, 15%, qu'on appelle les CAPAFA. Pourquoi ? Cancer du pancréas familial, en fait.
Donc en fait, on voit des agrégats de cancer, comme ça. On rencontre un patient, il y a des cas de cancer dans la famille. Bah oui, ma sœur a eu un cancer du pancréas, mon cousin aussi. Et là, on se dit, il y a quand même plusieurs cas de cancer du pancréas dans cette famille. C'est important d'aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une origine génétique? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rencontre ces 15% sur l'ensemble des cas de cancer du pancréas, dans ces 15%-là, on identifiera une anomalie génétique seulement dans 15% des cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agrégats familiaux de cancer pour lesquels, malheureusement, on n'a pas encore de diagnostic génétique. D'accord ? Néanmoins, on va s'intéresser sur ceux qu'on connaît parce que bah voilà, c'est aussi moteur et source d'espoir pour les patients. Et ce qu'on peut faire, c'est du dépistage dans ce cas-là. Hein. Alors, facteurs de risque, donc là, c'est les études. C'est un peu compliqué comme ça, mais je vais vous citer les chiffres. Voilà. Tabac, en gros, augmentation de l'incidence du cancer du pancréas, c'est multiplié par 2. Ça explique environ ce que je vous ai dit, voilà, 40% des cas de cancer du pancréas. L'obésité associée au diabète de type 2, hein, pas le diabète qu'on a diagnostiqué depuis 1 an, vraiment celui qui est installé depuis au moins 10 ans, ça explique environ 15% des cas de cancer du pancréas. Et quand on a une histoire familiale, donc, ça explique une minorité des cas de cancer du pancréas, effectivement, mais ils sont importants, environ donc, 5 à 10% des cas. Et le risque de faire un cancer du pancréas, en moyenne, il est multiplié par 2 ou par 3 chez ces patients-là. Donc, il y a plusieurs formes de prédisposition au cancer du pancréas. On va s'intéresser donc au CAPAFA et les 2 syndromes que j'ai mentionnés. Le syndrome HBOC, c'est l'acronyme anglais pour Association cancer du sein et de l'ovaire. On dit Association cancer sein-ovaire, mais on ne dit pas pancréas, pourtant il est bien là. Et le syndrome de Lynch, que tout le monde devrait connaître, en tous les cas que tous les médecins devraient connaître, parce que c'est la forme de prédisposition au cancer digestif au sens large le plus fréquent. Donc ça, c'est une étude vraiment très intéressante. C'était une étude internationale qui, en tous les cas, a étudié un ensemble de patients qui avaient présenté une forme de cancer du pancréas à un âge particulièrement jeune. Hein. Je vous ai dit, le cancer, de manière générale, c'est patients plutôt âgés, donc plus de 50, plus de 60 ans. Mais chez les patients de moins de 50 ans, on se dit il doit y avoir un terrain favorisant sous-jacent. Et donc, ici, 433 cas de patients avec cancer du pancréas diagnostiqués avant l'âge de 50 ans ont été étudiés. Et ce que vous voyez ici en bleu, donc en tous les cas, dans cette grande proportion, c'est qu'on a trouvé des anomalies génétiques dans un ensemble de gènes de la même fonction, réparation de l'ADN. Et en gros, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé une vraie altération génétique clairement identifiée chez 32% des patients, c'est-à-dire chez près d'un tiers d'entre eux. Donc quand on sélectionne, entre guillemets, bien les patients, on sait qu'on va trouver quelque chose. Patient qui a un cancer du pancréas, moins de 50 ans, on a 30% de chance, entre guillemets, d'identifier une anomalie génétique. Donc c'est quand même assez fréquent dans la population jeune. Alors, je vais aussi essayer de clarifier un petit peu les choses. On a parlé avant, c'est assez compliqué en fait, pour ça il faut bien comprendre les choses. On a parlé des altérations moléculaires dans la tumeur. On parle de gènes, hein, vous êtes d'accord avec moi? On fait du séquençage génétique, mais attention, c'est génétique de la tumeur, parce que la tumeur, elle développe son propre patrimoine génétique, d'accord? Quand on parle maintenant de génétique d'hérédité, c'est notre patrimoine génétique à nous, donc que l'on identifie aussi en faisant des prises de sang, mais pas en cherchant des cellules tumorales en circulation, mais en fait on prend des cellules circulantes, notamment les globules blancs qui contiennent de l'ADN. Donc il faut bien faire cette différence, en fait on n'analyse pas du tout la même chose. Ok ? Donc en tous les cas, dans les formes syndromiques, c'est-à-dire les syndromes de prédisposition au cancer, dans le cancer du pancréas, on identifie en tous les cas 2 grands sous-groupes qui nous doivent toujours nous alerter. Donc, principaux gènes que l'on connaît pour augmenter clairement le risque de faire un adénocarcinome pancréatique, c'est le syndrome de prédisposition qu'on appelle HBOC, donc je vous l'ai dit, sein-ovaire. On le connaît plutôt très bien. Nous, en génétique, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome Angelina Jolie, qui a beaucoup médiatisé son syndrome de prédisposition au cancer. Hein.
double mastectomie, annexectomie, donc on enlève les ovaires et les trompes des deux côtés. Bah oui, c'est les gènes BRCA1, BRCA2, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que chez l'homme, on voit des cancers de la prostate, mais aussi on voit des adénocarcinomes du pancréas. Hein. Pas dans toutes les familles, mais dans quand même une certaine proportion de ces familles qui ont des mutations BRCA1, BRCA2. Surtout le gène BRCA2, plus que BRCA1, d'accord ? Et le système BRCA1, BRCA2, on va dire, gravite avec un autre ensemble de gènes de la même fonction, où on va trouver d'autres petits copains qui sont les gènes PALB2, ATM, et encore d'autres qui sont environ au nombre d'une cinquantaine. Mais en tous les cas, il y a ce premier sous-ensemble, sein-ovaire. Il y a un deuxième groupe très important, c'est les gènes qui sont impliqués dans l'augmentation de risque de faire des cancers digestifs. Là, le syndrome le plus connu, c'est le syndrome de Lynch. Normalement, tous les médecins devraient le connaître. Et en fait, ça augmente surtout le risque de faire des cancers du côlon et du rectum, mais aussi du pancréas. D'accord ? Et donc, en fait, ils sont 4 gènes, surtout 2, qu'on voit beaucoup, MLH1, MSH6. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est 2 groupes très distincts de gènes, mais qui ont ensemble une même fonction. Une même fonction, pour vous, à retenir, c'est, finalement, elle va être assez simple. Ça va être de réparer les erreurs qu'on a quotidiennement dans notre ADN. Nos cellules, tous les jours, elles sont soumises à plein de stress. Vous allez dehors, il y a un rayon de soleil, les UV, ça casse l'ADN. Donc, c'est pour ça que vous faites des cancers de la peau. Vous fumez une cigarette, ça fait des dégâts catastrophiques. J'espère que personne ne fume ici, tout le monde a arrêté. Et en tous les cas, vous avez un diabète, voilà, l'inflammation chronique. Donc en fait, nos cellules, tous les jours, elles sont soumises à énormément de stress. Et en fait, l'ADN, lui, tous les jours, qu'est-ce qu'il fait ? On a des cellules qui meurent, elles se divisent, elles se régénèrent, d'accord ? Et donc, pour être fabriquées, pour réparer les altérations de l'ADN, on a une machinerie cellulaire formidable qui, grâce à l'ADN qui fabrique cette machinerie, va pouvoir réparer ces altérations. Et ces gènes-là, c'est notamment les gènes du système HRR. Donc en gros, ça permet de réparer les cassures double brin de l'ADN. Vous savez que l'ADN, c'est 2 brins complémentaires. Et donc, en fait, quand ces 2 brins sont cassés, on a un système de réparation. Et le système MMR, c'est le système de réparation, ce qu'on appelle des mésappariements de l'ADN. C'est-à-dire que quand l'ADN se réplique, il fait ça des milliards de fois, des fois, il y a une petite coquille, quoi. C'est comme dans un livre, une faute de frappe. D'accord ? Donc, en fait, finalement, on a cette machinerie-là qui est extraordinaire, qui nous aide à réparer nos cellules. Parce qu'un cancer, quand ça naît, ce n'est ni plus ni moins qu'une cellule qui fait des erreurs, se multiplie avec des erreurs et crée finalement beaucoup d'altérations cellulaires, et donc ça prolifère parce que ça augmente la survie cellulaire. Et donc, en fait, ce qui se passe quand on a une altération dans un de ces gènes-là, c'est tout simplement le système de réparation de nos cellules qui ne fonctionne plus, et donc l'emballement vers l'altération cellulaire, et donc la carcinogénèse, la transformation en cancer. D'accord ? Donc finalement, c'est assez simple comme mécanisme. Non ? J'essaye de simplifier. Donc, comment ça se présente ? En consultation, donc par exemple, vous êtes en consultation, nous, ce qu'on fait en oncogénétique, on trace des arbres, où en fait, on interroge le patient. Donc, en général, on reçoit un patient en consultation d'oncogénétique, ça c'est un message très important. Les gens ne le comprennent pas forcément très bien. Je vous ai dit que c'était déjà très rare de trouver une altération génétique chez les patients. Donc, en fait, il faut qu'on essaye d'identifier dans une famille la personne chez qui on a le plus de chances de trouver une anomalie génétique. Donc en général, c'est le patient qui a le problème de santé, donc là en l'occurrence le cancer. Donc on reçoit en général un patient qui a un cancer et on l'interroge sur ses antécédents familiaux. Il faut que ce soit informatif, interroger sur l'arrière-petit cousin qu'on ne connaît pas, ça ne va pas nous aider. Mais en fait, dans la famille proche, les enfants, les frères et sœurs, les parents, jusqu'aux grands-parents, on peut comme ça voir qu'il va y avoir parfois dans des familles plusieurs cas de cancer pour lesquels on fait des associations. Donc par exemple, ici, on reçoit en consultation une patiente, 48 ans, qui a un cancer du sein. Et en fait, quand on l'interroge, on voit dans sa famille, donc les ronds c'est des femmes, les carrés c'est des hommes par défaut. Hop, quand on regarde, on voit que sa sœur, elle a eu un cancer de l'ovaire à 31 ans par exemple. Et quand on remonte comme ça, on a à chaque génération, on a des cas de cancer. Encore la maman qui a eu un cancer du sein. Et puis finalement,
Le grand-père ici, en brun, il a eu un cancer du pancréas. Et effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Et bien, chez cette patiente-là, cancer du sein, en tous les cas, on avait trouvé un variant pathogène. C'est le mot maintenant qu'on utilise en génétique pour dire mutation. Donc c'est une vraie cassure, une vraie altération de l'ADN dans le gène BRCA2. Et en fait, des fois, quand on interroge, on voit en fait les syndromes de prédisposition au cancer du pancréas se présentent souvent beaucoup dans des formes comme ça familiales où on a beaucoup de cancer du sein. Hein, donc c'est vrai qu'il faut être très très vigilant aux antécédents familiaux parce qu'on peut se dire pancréas, sein, voilà, ça, c'est deux systèmes complètement différents, mais non, en fait, nous, d'un point de vue génétique, on fait vraiment le lien entre ces formes-là. Et puis parfois, on a des familles moins caricaturales. Il y a moins de cas de cancer jeunes. Là, il y avait des cas de cancer jeunes. C'est des formes qui interpellent toujours. Ovaire, enfin voilà, ça doit faire tilt pour quelqu'un qui fait de la génétique. Et parfois, on a une famille, donc en noir, en gros, ça veut dire qu'il n'y a aucun cas de cancer. Et ça, c'est une de mes patientes. Je la vois en consultation, 56 ans, parce que elle a, donc c'est jeune déjà, 56 ans. Mais je vous ai dit néanmoins, on est quand même au-delà de 50 ans. Donc là, on trouve quand même beaucoup plus de mutations. Mais quand on prend son dossier, on voit qu'elle a déjà eu un cancer à un âge très jeune. Cette femme, elle a eu un cancer à 36 ans. Elle a eu un cancer de la sphère digestive, cancer du côlon. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Là, dans ma tête, ça fait tilt, hein, syndrome de Lynch. Donc effectivement, on a fait l'analyse génétique et on a trouvé une anomalie dans le gène qui, dans le syndrome de Lynch, donne le plus de cancer du pancréas, le gène MLH1. Et je vous reparlerai de cette patiente parce que c'est très très important. Le syndrome de Lynch, maintenant, on peut aussi l'identifier ou en tous les cas avoir des pistes sur l'analyse tumorale. D'accord? Donc en faisant une simple coloration sur les cellules tumorales, donc en fait ça coûte vraiment pas cher, on a la réponse au microscope très rapidement et en faisant d'autres analyses un peu plus complexes de biologie moléculaire pour confirmer. Mais ces patients-là, c'est un message très important, il faut les pister, ils sont rares parce qu'eux, on peut leur faire de l'immunothérapie. Et chez eux, l'immunothérapie marche super bien, d'accord? Donc on guérit des formes métastatiques. C'est rare, mais ça existe, donc il faut les chercher. Donc la génétique a un vrai impact thérapeutique également. Même si ce n'est pas validé, on le fait. Et enfin, une autre situation, c'est également une patiente que je suis. Alors elle, c'est différent. Vous voyez, 60 ans, cancer du pancréas. Mais en fait, c'était une patiente extrêmement active, donc qui n'avait aucun des facteurs de risque environnementaux du cancer du pancréas. Sauf l'âge, parce que, ok, plus de 50 ans, mais quand même, pas du tout diabétique, pas du tout obèse, hyper sportive, dynamique. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quand même un truc qui cloche. C'est pas possible, elle a vraiment aucun facteur de risque. Donc, même si là, j'étais entre guillemets un petit peu dépassée, je me dis, il n'y a pas de facteur de risque. On l'interroge. Bon, elle ne savait plus trop, mais si, je crois que j'ai une tante qui a eu un cancer du sein, et même si c'est qu'un cancer du sein dans la famille, à un âge aussi assez avancé, 60 ans, pourquoi ça interpelle? Quand on regarde la famille, il y a beaucoup d'hommes. Donc oui, donc les cas de cancer du sein et de l'ovaire, là, on passe à côté, il n'y a que des hommes, quoi, presque que des hommes. Et en tous les cas, ça justifiait de faire l'analyse génétique, et effectivement, on a trouvé une anomalie génétique dans un petit copain de BRCA2 et BRCA1 qui s'appelle PALB2, où là, effectivement, on voit peut-être moins de cas de cancer dans la famille, mais en tous les cas, c'est informatif. Et une fois qu'on identifie ces mutations, le message très important, c'est que voilà, on peut faire du dépistage, on peut adapter le traitement. Donc, il y a un vrai message pour les patients là. Donc, l'oncogénétique, c'est vraiment très important. D'autres formes rarissimes, mais qui existent. D'autres syndromes de prédisposition au cancer du pancréas auxquels il faut penser, c'est l'association cancer du pancréas-mélanome. Donc il y a des gens qui vont faire plein de tumeurs cutanées, notamment des mélanomes. Souvent on les voit parce qu'ils ont beaucoup de lésions cutanées et puis ils ont eu 1, 2, 3, 4 mélanomes. Et là c'est caricatural d'une mutation qui s'appelle CDKN2A. Donc ce sont des patients qui sont souvent suivis par les dermatologues. Et là c'est un message qu'on essaye de donner aux dermatologues. Adressez-nous ces patients. Ils ont un risque vraiment très augmenté de faire un cancer du pancréas et donc on les dépiste systématiquement. Hein. Donc nous, c'est effectivement le message qu'on essaye de faire passer à l'équipe de dermato au CHU de Nancy. On leur dit tous vos patients mutés CDKN2A. Les dermatologues ne savaient pas qu'il fallait les dépister, donc maintenant ils nous les adressent systématiquement pour qu'on fasse cette prévention. Et d'autres cas, beaucoup plus rares, mais là en général on voit le patient, on a compris le diagnostic, c'est des polyposes digestives. Donc il y a des gens qui font énormément de polypes, donc ils ont souvent des troubles digestifs à l'âge très jeune, souvent pédiatriques.
Quand on fait des résections de côlon, là vous voyez c'est un côlon qui est perlé, qui est complètement tapissé de polypes, et bien ces patients-là, il y en a certains qui ont, là vous voyez, comme des grains de beauté sur les lèvres. Hein. Ça c'est rarissime, on voit un patient qui a ça, on a compris qu'il avait un syndrome très rare qui s'appelle le syndrome de Peutz-Jeghers. Ces patients-là, on les dépiste pour le cancer du pancréas à partir de l'âge de 30 ans, parce qu'ils ont un risque de faire un cancer du pancréas dans des séries historiques multipliées par 100 par rapport à la population générale. Donc on commence très tôt. Donc en tous les cas, voilà, c'est très important d'avoir une très bonne connaissance de l'oncogénétique digestive, parce que clairement, en fait, les diagnostics, je ne vais pas dire qu'ils sont faciles, mais quand on connaît bien les syndromes de prédisposition, eh ben, on peut vraiment adapter au mieux la surveillance et les traitements. Donc pour résumer, pour nous et donc pour vous, voilà ce que vous devez finalement retenir, c'est cancer du pancréas moins de 50 ans, on ne réfléchit pas, il faut voir un oncogénéticien. Après, quand on est jeune mais un peu moins jeune, on va dire moins de 60 ans, mais qu'on n'a aucun facteur de risque, vraiment, comme ma patiente, sportive, pas de diabète, toute mince, il faut vraiment se poser la question, et surtout si dans la famille, il y a des cas de cancer du sein, de l'ovaire, de la prostate, parfois du pancréas aussi, mais c'est vrai que ce sont souvent plutôt sein, ovaire qui interpellent et prostate. Et enfin, à l'échelle familiale, un patient qui a un cancer du pancréas, quel que soit l'âge, et si dans la famille, il y a aussi, alors déjà si lui-même a un antécédent personnel de cancer, donc 2 cancers chez un individu, c'est assez fréquent de voir quand même, avec la population qui vieillit, des femmes qui vont faire un cancer du sein, puis malheureusement un cancer du pancréas. Ben ça, assez systématiquement, il faut les voir, il ne faut vraiment pas réfléchir. Et puis après, un patient, quel que soit l'âge, qui a aussi un antécédent familial jeune, on a plus de chances, entre guillemets, de trouver quelque chose, un antécédent familial, donc il y a eu un cancer du pancréas, ou 2 antécédents dans sa famille proche, un frère et sœur, parfois un enfant ou un parent, et là 3-4 cancers du pancréas. On rejoint ce que j'avais appelé au début les agrégats familiaux de cancer du pancréas, les CAPAFA. Bon bah là pareil, il ne faut pas réfléchir, il faut voir un oncogénéticien. C'est assez rare quand même de voir ces familles-là. Alors, donc voilà, j'ai essayé de brosser un tableau, de vous expliquer un petit peu les choses des formes génétiques de cancer du pancréas. Là, je vais être très simple maintenant sur, ben oui, mais qu'est-ce que ça change quand on a trouvé un cancer du pancréas et qu'on a trouvé une forme familiale de cancer du pancréas. Donc en oncogénétique, vous avez bien compris qu'il y a, on va dire, 2 enjeux majeurs. Le premier, on parle de génétique d'hérédité, donc le premier enjeu, c'est la famille. On est là pour aider le patient dans son traitement, ça sera la prochaine session, enfin, prochaine slide. Mais déjà, il y a un enjeu familial. On parle d'hérédité, donc quelqu'un qui a une anomalie génétique qui augmente le risque de faire un cancer du pancréas, il a des frères et sœurs, il a des parents, donc souvent les parents c'est la génération dessus, sont très âgés, donc probablement décédés, mais il y a des frères et sœurs, il y a des enfants. D'accord ? Donc déjà, message très important, c'est médico-légal. Quand on annonce, nous, le diagnostic d'un syndrome de prédisposition au cancer à un patient, on informe toujours le patient qu'il a un devoir de transmettre l'information à ses apparentés. C'est vraiment la responsabilité du patient qui est engagée, et donc il doit s'engager à le faire. Hein. Si le patient refuse, c'est au médecin de le faire, et on envoie des courriers un peu anonymes en disant, voilà, dans votre famille, on a détecté une anomalie génétique, on vous invite à venir nous rencontrer en consultation. Et nous, on garde bien sûr le secret professionnel, l'anonymat. Mais en tout cas, le dépistage, c'est un enjeu majeur. Donc le dépistage, le but, c'est d'arriver avant le cancer. D'accord ? Comment ça marche ? C'est pas compliqué, il y a un mot-clé, c'est centre expert. Pourquoi ? Parce que faire un dépistage de cancer du pancréas, faut avoir une expertise, il faut savoir reconnaître les lésions précancéreuses, et il faut être habitué à faire un examen qu'on appelle une écho-endoscopie. Donc c'est un examen qu'on fait sous anesthésie générale, qu'on fait en alternance ou couplé avec une IRM. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment le mot-clé, c'est centre expert. Il y a beaucoup de médecins qui font des écho-endoscopies, mais un médecin qui n'est pas là pour dépister, c'est-à-dire voir les lésions précancéreuses, là qu'on voit au microscope qu'on appelle des panines, on peut les voir sous écho-endoscopie, on passe à côté et on ne rend pas service au patient. Surtout que c'est un examen sous anesthésie générale, donc en tous les cas, c'est important
derrière d'avoir un médecin qui sait ce qu'il interprète, qui sait ce qu'il doit chercher. D'accord ? Donc, on a une filière au CHU de Nancy qui est menée par le docteur Jean-Baptiste Chevaux et le docteur Marion Schaeffer essentiellement. Et c'est vrai qu'en général, ils font le suivi de ces patients-là. Et en fait, concernant le rythme de surveillance, là, c'est un peu compliqué. Je vous mets ça juste pour vous montrer que c'est très compliqué. Il y a plein de lignes, c'est les recommandations américaines. Là, c'est les recommandations actualisées, mises à jour. Mais en fait, là, ce que vous devez savoir finalement, donc c'est des tableurs pour vous montrer que c'est assez compliqué. En fait, c'est juste pour vous dire que chaque situation a une recommandation précise. Donc en fait, chaque cas est assez bien défini. Donc encore une fois, l'expertise d'un centre est très importante parce qu'on connaît ça par cœur en fait. Donc pour telle anomalie, pour telle situation familiale, on sait quel examen il faut faire, on sait à quel âge il faut dépister et comment. Alors je vous dis on sait comment, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce sont ce qu'on appelle des recommandations d'experts, plutôt des accords d'experts justement. Ce ne sont pas des recommandations, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment prouvé. Hein. C'est-à-dire que le dépistage de cancer du pancréas, il faut aussi mettre ça en balance avec le fait que avoir une prédisposition au cancer du pancréas, ça ne veut pas dire faire un cancer du pancréas dans 100% des cas. D'accord ? C'est des risques augmentés. D'accord ? Souvent un risque multiplié par 2, voire jusqu'à 5. Donc en fait, on sait que c'est des examens annuels, qu'on commence à partir de 30 ans pour les cas les plus à risque, mais souvent un peu plus tardivement à partir de 40, 45 ans, voire 50 ans. Mais on sait que c'est une anesthésie générale pour un patient. On sait qu'on fait aussi des IRM annuels. C'est aussi anxiogène pour les gens. D'accord ? On parle de cancer du pancréas. Tout le monde sait que ce sont des cancers agressifs. Donc ça véhicule quand même beaucoup d'angoisse chez les patients. Donc il faut prendre ça quand même avec beaucoup de mesures. Il faut avoir un soutien psychologique associé. Et encore une fois, l'expertise de voilà l'imagerie, il y a ça qui m'inquiète. Est-ce que si on doit prendre une décision d'opérer un patient, est-ce que c'est pas parce qu'on est inquiet, parce qu'il y a l'anomalie génétique qu'on va opérer de manière peut-être trop agressive et qu'en fait il n'y a rien. Voilà, donc il y a de vrais enjeux de réflexion là-dedans qui font que ce sont plutôt des accords d'experts mais qu'il n'y a pas de recommandations très précises sur ce qui est fait. Hein. Et il y a un consortium international qui existe, qui tous les 5 ans, en tout cas, actualise ces données. Hein. L'impact thérapeutique, maintenant. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que quand on identifie des anomalies génétiques, on sait qu'on va pouvoir adapter notre traitement pour les patients. Donc, dans quelle situation le dépistage, c'est avant que le cancer arrive, c'est ce que j'ai fait avant, donc c'est l'impact familial. L'impact thérapeutique, malheureusement, c'est quand le cancer est déjà là. Et là, on redescend à l'échelle individuelle, d'accord ? On veut aider le patient qui a l'anomalie génétique. Et c'est très important de se poser systématiquement cette question, parce que les analyses génétiques, ça met quand même un petit peu de temps, et plus vite on fait les analyses dans le parcours de soins du patient, plus vite on a les réponses pour agencer notre plan de traitement, notre plan de soins. La première révolution, petite révolution dans le cancer du pancréas, donc qu'on ne peut pas opérer, ça a été l'arrivée de ce qu'on appelle des inhibiteurs de PARP. Donc avec les anomalies génétiques les plus fréquentes que l'on observe dans le cancer du pancréas, les mutations BRCA2 et BRCA1, grosso modo, c'est 5 à 7% des cas de cancer du pancréas. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas anodin non plus, d'accord ? Donc ce que je vous ai dit, c'est que les gènes BRCA1 et BRCA2, ils sont là pour réparer les cassures double brin de l'ADN, d'accord ? Donc, cassure double brin de l'ADN, on a une cellule avec tous ces petits copains, la gène, qui travaillent super bien. Les gènes BRCA1, BRCA2, PAL-B2 et les autres travaillent très très bien. Ils peuvent réparer l'ADN. Et là, il y a une viabilité cellulaire avec un ADN parfaitement normal et constitué, tout va bien. Mais quand on a une anomalie des gènes BRCA1, BRCA2, on répare l'ADN, mais un peu de travers, quoi. Donc en fait, on a une cellule qui va accumuler des erreurs, mais pour l'aider à survivre avec ces erreurs accumulées, d'erreurs de réparation, hop, il y a un autre système qui va venir et qui va aider à réparer les cassures un peu anormales de l'ADN. Et ça permet d'entraîner une survie cellulaire, mais avec des anomalies. Donc en fait, ça fait proliférer des cellules altérées, donc tumorales.
Et donc, il y a un traitement qui a été mis en place, qu'on appelle les inhibiteurs de PARP, qui vont venir concurrencer ce système-là qui répare l'ADN de manière un petit peu anormale. Et donc, finalement, l'ADN n'est pas bien réparé. Donc, au final, comme l'ADN n'arrive pas à se réparer, ça conduit tout simplement à la mort cellulaire, un petit peu de manière naturelle. Donc, c'est comme ça qu'agissent les inhibiteurs de PARP. Et en tous les cas, dans le cancer du pancréas, donc ça a été validé tout d'abord initialement dans le cancer de l'ovaire, où on a donc ces anomalies BRCA1, BRCA2. Mais on parlait de recherche avant avec Aurélien Lambert. Et bien en tous les cas, ces inhibiteurs de PARP, ils ont aussi subi un petit peu le parcours de recherche clinique avec l'adénocarcinome du pancréas. Et donc ils ont été validés dans un essai de phase 3, c'est-à-dire vraiment à large échelle avec quand même un signal d'efficacité. Dans quelle situation? Chez les patients que l'on ne peut pas opérer d'un cancer du pancréas, qui ont eu un traitement de première ligne, souvent du FOLFIRINOX, mais de manière plus large, qui contient un type de chimiothérapie qu'on appelle un sel de platine. Ça, c'est très important parce que ça sensibilise les cellules et les cassures de l'ADN. Et en tous les cas, ces inhibiteurs de PARP, ce que l'on a vu, donc Aurélien vous a très bien expliqué les courbes. Donc en gros, plus c'est haut, plus ça apporte de bénéfices. Et en tous les cas, chez les patients qui recevaient des inhibiteurs de PARP après un traitement, la plupart du temps du FOLFIRINOX, eh bien on voit que la progression du cancer, en tous les cas, du cancer du pancréas, était ralentie. C'est-à-dire que les patients progressaient moins vite. Alors c'est un traitement qui a été validé. Néanmoins, à côté, vous avez la courbe de survie au final, c'est-à-dire après quand le patient enchaîne toutes ses lignes de traitement. Là, vous voyez que les deux courbes, qu'on ait eu cette fameuse molécule l'olaparib ou pas, les deux courbes, elles se chevauchent. D'accord ? Donc, on arrive, avec ce traitement-là, effectivement, à ralentir un temps la progression du cancer, mais au final, on n'a pas vraiment gagné en survie pour ces patients. Néanmoins, voilà, c'est quand même du temps, entre guillemets, de gagner, sans chimiothérapie injectable, etc. Donc, quand même, une qualité de vie qui était acceptable pour les patients. Et un autre message qui est très important, donc ça c'est une étude qu'on a fait à Nancy, qu'on a publiée dans un journal, c'est qu'au final, quand on regarde les patients qui reçoivent cette molécule et qui ont une vraie anomalie, BRCA1, BRCA2, parce que parfois on est tenté, on trouve une anomalie BRCA1, BRCA2, mais dont on n'est pas sûr qu'elle provoque vraiment une vraie altération. C'est ce qu'on appelle des variants de signification inconnue, d'accord ? Mais on essaye quand même le traitement. Et on se rend compte que quand on prescrit l'olaparib dans une mauvaise indication, on ne gagne pas du tout de bénéfice, mais que les patients qui ont une vraie altération de BRCA1, BRCA2 ont en fait au final une survie prolongée. Alors ce n'est pas grâce à l'olaparib, mais c'est parce qu'en fait ils répondent mieux à une certaine chimiothérapie. Donc quand on voit un patient qui a une mutation BRCA1, BRCA2, on sait aussi que peut-être qu'il va mieux répondre à certaines molécules de chimiothérapie et que pour ce patient-là, il serait peut-être plus bénéfique de proposer tel traitement plutôt qu'un autre, ou de recycler un traitement qui contient ce qu'on appelle un sel de platine. Donc c'est vraiment important. Et enfin, je vous ai parlé du syndrome de Lynch et de l'immunothérapie. Donc ces patients qui ont aussi une altération du système de réparation des mésappariements de l'ADN. Et ces patients-là, ils sont rares dans le cancer du pancréas. C'est environ 1% des patients. C'est moins de 1%, enfin, c'est grosso modo 1% des patients, mais pourquoi c'est important d'aller les chercher ? Eh bien parce qu'en fait, on sait qu'on peut leur mettre de l'immunothérapie et que même si ça ne marche pas pour 99% des cas de cancer du pancréas, on sait que chez eux, ça va révolutionner leur vie. D'accord ? Donc là, c'est une étude qui a été faite avec Paris, donc l'hôpital européen Georges Pompidou, et notamment c'était une étude, c'est-à-dire qu'on a pris une étude de cohorte, on a pris plusieurs patients qui avaient un syndrome de Lynch et qui ont eu un cancer du pancréas, qu'on ne pouvait pas guérir, d'accord ? Qu'on ne pouvait pas guérir et qui ont eu de l'immunothérapie. C'était une cohorte européenne, parce que ce sont des cas rares, d'accord ? Et déjà là, ce que vous voyez par rapport aux courbes qu'on vous a montrées avant, c'est que les courbes, elles sont quand même assez hautes, Donc ça veut dire que la survie, elle est quand même plus intéressante. Et là, c'est quand même assez formidable, c'est que chez ces patients-là qu'on ne pouvait pas opérer, vous voyez que en moyenne, après 4 ans de traitement, 3 ans et demi de traitement, on avait encore la moitié des patients qui étaient sous traitement. En fait.
Donc de manière générale, les patients qui répondent, ils répondent très longtemps à l'immunothérapie. Hein. La moyenne de réponse de traitement à l'immunothérapie chez ces patients-là, c'était plus de 2 ans. Donc un patient qu'on ne peut pas opérer, on lui mettait de l'immunothérapie, en moyenne, l'immunothérapie allait être efficace 26 mois. D'accord ? Donc ça, c'est des chiffres révolutionnaires, puisque vous savez que malheureusement, un cancer du pancréas qu'on ne peut pas opérer, de manière générale, c'est 12 mois. D'accord ? Et surtout, c'est que quand on regardait la totalité des patients, donc la survie globale, donc après 5 ans, eh ben, il y avait des patients qui étaient encore en vie. D'accord ? Donc moi, par exemple, j'ai une patiente qui a un cancer du pancréas qu'on ne pouvait pas opérer. Ma fameuse patiente qui a eu les 2 cancers, 36 ans côlon, 56 ans cancer du pancréas, qu'on ne peut pas opérer, elle va avoir 2 ans d'immunothérapie. Eh ben, je pense qu'on l'a guérie de son cancer du pancréas, alors qu'elle était inopérable et qu'elle avait des métastases pulmonaires. Hein. Donc ces patients, ils sont rares, mais c'est un très beau message d'espoir. Hein. Et donc là, pour conclure, c'est un schéma un peu compliqué. En gros, dès que vous avez une question, qu'il y a des cas de cancer du pancréas dans la famille, faut envoyer le patient voir un oncogénéticien. Donc voilà, nous on est en cancérologie digestive au CHU. Moi je me suis par exemple spécialisée dans la génétique des cancers digestifs, justement parce que je pense qu'il faut avoir une bonne expertise. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, mais en tout cas, on peut apporter des pistes thérapeutiques et des sources d'espoir pour les familles, mais aussi pour les patients. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Et je vous remercie. Merci, Dr Muller, d'avoir mis à notre portée un sujet qui est quand même très technique, mais bon, enfin, j'ai compris, donc j'espère que nous sommes nombreux dans ce cas. Et on va vous poser les questions directement, ça sera plus simple. Encore moi, je suis désolée, mais bon, je suis venue vous voir en consultation justement parce que j'ai un frère, un père, une cousine qui ont eu un cancer du pancréas assez terrible, 2 mois chacun, enfin vraiment quelque chose de... Et je suis venue vous voir pour rechercher au niveau génétique. Est-ce qu'il y a eu des progressions? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans la recherche au niveau génétique? Bon, la réponse était bien pour moi, hein, pour mes enfants surtout, et donc parce que là, c'était juste une prise de sang. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est tout, et on ne fait pas d'autres recherches. Alors, votre question, elle est un petit peu compliquée. Alors, pour le moment, est-ce qu'on a avancé dans la recherche en génétique dans le cancer du pancréas? Donc, comme vous l'avez compris, je l'espère, quand on voit un patient qui a un cancer du pancréas ou qu'on a des agrégats familiaux de cancer du pancréas, bon, en fait, en pratique, nous, ce que l'on recherche, voilà, c'est ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on sait. Ce qui nous interpelle, est-ce qu'il y a des cas de cancer du sein, de l'ovaire dans la famille? Est-ce qu'il y a des polyposes? Est-ce qu'on voit les lentigines? Donc ça, c'est ce qu'on fait en routine, c'est ce qui est validé, c'est ce qui est connu. Donc on fait une prise de sang, ça c'est la chose qui est assez simple, qu'on fait tout le temps, quelle que soit l'étendue de l'analyse que l'on fait. Hein. Donc maintenant, avec juste une prise de sang, on arrive à faire des recherches très très importantes. Donc en routine, en fait, on se limite entre guillemets à ce qu'on appelle un panel de gènes qui est validé par l'Institut national du cancer, qui est pris en charge, qui est remboursé, d'accord, pour le patient. Il faut que ce soit validé par un médecin généticien pour qu'il y ait une indication. Et donc là, on fait ce qui est, entre guillemets, en routine, valable, connu sur le plan pratique. Mais en recherche, on va plus loin, absolument. Donc, ce que l'on fait en recherche, mais là, en recherche, entre guillemets, vous savez qu'on va sélectionner les patients, d'accord? Ça ne peut pas être ouvert à la population générale parce qu'en phase exploratoire, donc, on essaye en tous les cas d'identifier de nouveaux gènes de prédisposition au cancer du pancréas. Et là, il y a un projet national auquel on participe avec beaucoup d'autres centres en France qui s'appelle le projet France Médecine Génomique 2025. En fait, ce sont des plateformes labellisées par l'INCa. Il y en a 2 en France, il y en a une en région parisienne, une à Lyon. Et en fait, c'est des plateformes de séquençage. Là, on ne fait pas quelques gènes, on fait ce qu'on appelle un génome. C'est-à-dire que dans des indications très ciblées, par exemple, moi je vois un patient qui a un cancer du pancréas à moins de 40 ans, je lui fais une analyse génétique standard. Probabilité de trouver quelque chose chez un cas aussi jeune, c'est 30%, c'est pas 100%. Donc la plupart du temps, je ne vais rien trouver. Je vais me dire, c'est pas possible, il y a quelque chose. Donc en fait, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une pré-indication à faire ce qu'on appelle ce génome complet. Donc on a une RCP nationale, on soumet le cas, il est validé en comité national
Et là, si le patient est d'accord, eh bien, effectivement, on fait une prise de sang. Et la prise de sang, on fait une extraction d'ADN. Et là, on fait une analyse complète du génome. D'accord ? Et donc là, on va analyser tous les gènes, parce que aussi, quand on vous fait une analyse génétique comme ça, standard de routine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'immensité de la génétique. Un gène, on regarde ce qu'on appelle les séquences codantes, c'est seulement 1% du gène. Donc il y a 99% du gène qu'on appelait avant le junk DNA, l'ADN poubelle. En fait, on pensait que c'était des séquences non codantes, que ça ne servait à rien. On se rend compte que ça sert, on ne sait pas comment. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, ce projet France Médecine Génomique est là pour essayer de découvrir beaucoup de choses. Mais il faut bien comprendre que face à l'immensité de ces choses-là, il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'est pas encore capable d'assimiler. Mais ça avance. Merci. Vous avez parlé du diabète de type 2. Oui. Et je voudrais savoir si les diabétiques de type 1 sont plus concernés, sont aussi concernés par le cancer du pancréas. Alors, très bonne question. On ne les inclut pas du tout dans les études. Alors, a priori, il n'y a pas forcément de données, en tout cas fiables, comme il y en a dans le diabète de type 2, qui est bien plus étudié dans le cas du cancer du pancréas. Stricto sensu, en tous les cas, ça peut être une piste de recherche, en tous les cas qu'on a au CHU de Nancy, en se disant effectivement qu'il y a une inflammation chronique du pancréas et que ça peut effectivement y contribuer. Hein. Vous avez parlé des inhibiteurs de PARP. Oui. Et je voulais savoir comment vous faites pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses du pancréas, parce que si on inhibe tous les PARP, ben en fait ça va poser des problèmes aussi pour les cellules saines. Et du coup, comment on fait pour cibler spécifiquement en fait, celles du pancréas? C'est malheureusement le problème de tous les traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire les chimiothérapies qui passent dans le sang. Là, ce sont par exemple des comprimés, donc des thérapies ciblées qui ciblent effectivement une voie de signalisation moléculaire. C'est que ce ne sont pas les seules cellules à les exprimer, absolument. Et c'est pour ça que quand on fait de la chimiothérapie, quand on fait des thérapies ciblées, quand on fait de l'immunothérapie, eh ben, on provoque beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de toxicité. Hein. Donc en fait, non, on ne cible pas les cellules pancréatiques. Hein. On cible une voie d'altération moléculaire, mais qui peut être effectivement dans les cellules tumorales comme dans les cellules saines. Hein. C'est pour ça qu'on voit des toxicités. Hein. Donc non, on ne fait pas les traitements ciblés. Il y a l'expert, hein, c'est le radiothérapeute, hein, c'est eux, ils font des traitements focaux, c'est le chirurgien. Mais sinon, non, on ne sait pas individualiser un organe avec des traitements en comprimé ou de la chimiothérapie qu'on passe en injectable.